Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une vidéo House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. On est déjà à l'épisode 8 et on va vous en faire la critique aujourd'hui, critique et analyse complète de cet épisode qui, vous allez le voir, a mis complètement d'accord Greg et moi. Si tous les épisodes de The Rings of Power pouvaient faire de même, ça serait merveilleux. Épisode diffusé le 9 octobre et figurez-vous que c'est le mieux noté sur IMDb avec 9,5 sur 10 de moyenne. Les notes IMDb, c'est plus fiable que les notes sur Rotten Tomatoes. Il n'y a pas trop de bashing sur IMDb. Donc voilà, ça reflète plutôt à ce que le public pense vraiment. Un épisode de qualité dont on va parler, dont on va décortiquer le contenu. Mon cher Greg, comment vas-tu ? Merci de demander. Eh ben, écoute, ça va très bien parce que j'ai vu un excellent épisode de House of the Dragon aujourd'hui. Un épisode qui ne m'a pas laissé indemne. Vraiment un épisode dont la qualité est. Alors, j'ai envie de faire une tirade pour dire à quel point cet épisode était incroyable, qu'il m'a ému. Vraiment un épisode dont j'ai trouvé qu'il y avait une force rare. Il y avait la force émotionnelle qu'on peut trouver dans pas mal de films indépendants qui se consacrent sur une famille, sur une histoire resserrée. Et là, vraiment, j'ai trouvé que cet épisode avait cette force dans les moments d'intimité. Et en même temps, je vais essayer que ce côté très subjectif sur lequel qui va forcément se ressentir quand je vais parler de la critique de l'épisode, ne m'empêche pas de penser qu'il y a un des trucs qui est les plus débiles de toute l'histoire de Game of Thrones. Et du coup, je sais pas, j'en parlais avec hier, je sais pas quel serait mon top 3 des épisodes de Game of Thrones. Est-ce que dedans, il y aurait la bataille des bâtards ? Je sais pas. Il y a beaucoup d'épisodes que j'aime bien, et globalement, j'aime bien la licence. Mais si j'avais un top 3, cet épisode serait dans mon top 3 de House of the Dragon et Game of Thrones mélangés. C'est à ce point-là que j'ai vraiment aimé cet épisode. Cet épisode, en fait, montre toute la force du Seigneur des Anneaux. Montre toutes les forces que n'a pas le Seigneur des Anneaux et toutes les forces qu'a la licence de Game of Thrones. On a été tellement focus sur les personnages et on arrive tellement avec ce carambolage annoncé avec les Vélarions qui sont présents, le fait de juger qui va avoir la paternité. Est-ce qu'en fait, enfin, le problème de la vraie fausse paternité des enfants de Rhaenyra va ressurgir. Et au final, c'est vrai que, comme le Viserys le disait, c'est un problème qui a été géré il y a 20 ans. Et là, on a l'impression, ça y est, les hauts tours ont gagné, ça y est, la guerre va se lancer et tout. Et au final, l'arrivée de Viserys, euh, qui sauve tout, change complètement la dynamique de l'épisode. On a l'impression qu'on va dans un épisode qui va être l'annonce de la guerre, et au final, on est dans un épisode qui n'annonce pas la guerre, mais qui annonce l'amour. C'est un épisode où on sent que dans cet univers où tous les gens peuvent disparaître du soir au lendemain, où il y a une tension un peu à chaque scène, où on se dit mais est-ce que Larys ne va pas faire l'assassinat inattendu, et au final, dans cette tension continue, là, de voir trois personnages qui s'aiment entre eux, donc je parle de Daemon, Viserys et Rhaenyra, puis de voir Viserys et son lien avec sa femme et le reste de sa famille. En fait, déjà, je trouvais ça plutôt beau d'avoir quand même le sentiment que entre eux, il ne casserait jamais rien entre la lignée des trois, Daemon, Rhaenyra et Viserys. Et cet amour de frère à frère qui, ils ont besoin de rien dire. Même Daemon est toujours un petit peu trop abrupt, où on a l'impression qu'il est un petit peu trop rustre, et au final, sans rien dire, les deux, on sent cet amour entre frères. C'est, franchement, j'ai trouvé que cet épisode était sur les relations entre tout le monde était vraiment beau. Je pense que le pinacle de l'épisode, c'est quand Viserys enlève son masque d'or et dit regardez-moi, je suis ne me considérez, si vous ne considérez même pas mes propos de roi
considérer ce vieil homme qui est votre père, votre mari, votre grand-père. Et franchement, j'ai trouvé que cette scène était hyper poignante. Paddy, l'acteur, et c'est, il a une tête de roi demeuré. Au début, Viserys, il est arrivé, je me suis dit, c'est roi demeuré, il va disparaître en 2 épisodes, c'est Game of Thrones, celui qui est sur le trône, il va disparaître, machin. Au final, il va mourir dans son lit de mort, vieux, en ayant une vie pleine d'un royaume qui a connu globalement très peu la guerre. Des sujets qui ont donc du coup pas connu de famine donc au final et je trouve que c'est intéressant parce que dans les making of souvent ils critiquent les choix de Viserys vraiment dans le making of les showrunners critiquent en permanence Viserys en disant que c'est quelqu'un qui fait des choix et qui après ne les pousse pas jusqu'au bout parce qu'il essaye toujours de ménager tout le monde et donc ça en fait un roi qui laisse des doutes ou du gris en fait dans ses décisions. Et donc au final, moi, bon, ça reste un des rois les plus qui a eu le plus de succès. Si on considère un roi sur les succès du temps de paix et pas sur la taille de son territoire et sur ses conquêtes, c'est un roi qui est peut-être le meilleur roi qu'on ait vu à l'heure actuelle dans la série Game of Thrones. Et c'est un père de famille ou grand-père de famille que j'ai trouvé extrêmement touchant. Cet acteur, encore une fois, moi, j'avais l'impression qu'il avait donné un air de Benet à ce roi de pacotille et au final, il est juste dans tout ce qu'il dit. On sent vraiment. Alors les trucages, je les ai trouvés pas impeccables, mais juste ce qu'il fallait pour qu'on soit vraiment viscéralement touché par à quel point il est diminué. J'ai trouvé ça extrêmement fort. Et bon, forcément, je suis obligé de dire que peut-être que tous les propos que je vous dis là sont un peu modifiés parce que j'ai ressenti un peu le côté dernier souper d'une personne âgée que j'ai pu connaître moi avec ma grand-mère il y a longtemps, que quelqu'un qui m'est proche a connu il n'y a pas longtemps. Et forcément, ça prend un peu plus au trip que ne prendrait une scène avec laquelle on n'a pas de lien. Mais globalement, ces interactions... Et on a l'impression que ce moment d'honnêteté, ce moment d'amour entre les personnages, il est tellement fort que ça rabiboche Rhaenyra et Alicent. Et on a l'impression que dans un moment d'amour, la paix est possible, que vraiment tout est possible. Alors certes, après il y a Aemon qui on ramène un cochon et du coup les enfants, eux, qui n'ont pas ce lien d'amour qu'avaient les anciens, on va dire, ça a recréé en fait une scène de tension. Mais vraiment, ce repas qui au final est vraiment l'élément central de l'épisode, je l'ai trouvé tellement réussi, mais vraiment tellement réussi. Le jeu des acteurs enfin, il est impeccable. Enfin, les gens qui font le casting, qui est la personne qui est en charge du casting sur House of the Dragon, on lui dit voilà, tu as un casting de 50 personnes à trouver, et en plus, il faut que tu les trouves à 4 âges différents. Ils ont un travail qui est improbable, et ils trouvent constamment des acteurs qui sont extrêmement forts, qui jouent bien. Enfin, vraiment, enfin, je n'ai que du bien à dire de cet épisode, sauf la fin. Et du coup, pour en toucher un mot, autant je trouve que cet épisode, encore une fois, est dans mon top 3 des épisodes de Game of Thrones. La musique, d'ailleurs, juste une mention, je la trouvais sous-mixée, pas assez présente dans les épisodes, et là, je l'ai sentie un peu plus que d'habitude. Vraiment, j'ai l'impression que cette musique est faite pour être organiquement à soutenir l'histoire, mais jamais être le jingle ou la musique qui prend le pas. Et là, là pour le coup, je l'ai senti vraiment porter l'histoire. Et la lumière, puisque du coup, Gabriel montrait une image là de toutes ces scènes de bougies, de veillées, la scène de la mise en bière du frère Velaryon. Enfin bref, vraiment globalement très réussi. Accessoirement, vous voyez à l'image le choix du chef opérateur qui a choisi du coup des objectifs et des focales qui permettent une image comme ça qui est distordue. Je ne suis pas le plus connaisseur en anamorphique, mais je pense que c'est un travail d'anamorphique. Et au final, le truc, c'est que il y a vraiment une beauté, une grâce dans cet épisode, dans l'écriture des dialogues que je trouve extrêmement réussi. Et donc, pour revenir, sans plus attendre,
le moment le plus débile. Après cette beauté, cette grâce qui annihile tout conflit, le quiproquo au dernier souper, au dernier coucher de Viserys sur non mais Aegon, il faut que ce soit Aegon le roi, la menace vient du froid, etc. C'est complètement stupide. Enfin, de dire qu'ils ont fait tout ça pour qu'au final tout soit cassé par un quiproquo de ce niveau-là, où Alicent, tu dis quoi? Mais tu parles de son fils? Non, pas de ton fils? Ah bon, bah, on va faire la guerre. Alors. Enfin, ça m'a pas détruit l'épisode parce qu'il était tellement beau, mais j'ai trouvé ça d'une débilité complète. Ça a l'air d'être une facilité scénaristique en disant bon bah au final voilà, on a fait une scène très touchante, mais bon l'épisode d'après faut qu'il y ait la guerre. Et ouais, ça m'a vraiment vraiment déçu. Alors oui, peut-être que il y a des anecdotes historiques qui pourraient s'en rapprocher, que parfois le monde est aussi fait de trucs comme ça. Mais suite à un épisode si bien écrit, c'était tellement facile que j'étais hyper déçu de cette pirouette. Et vraiment, en plus, la scène qui dure, elle lui dit: quoi tu me dis qu'en fait, il faut pas la paix, il faut la guerre? Ah bah j'ai mal compris. Donc, ouais, ça m'a vraiment déçu sur ma fin. Mais un épisode dont je me souviendrai pendant longtemps de vraiment. Enfin, ça m'a fait penser à ces moments je pense à Juno, ces films de enfin c'est pas de court métrage mais c'est petit budget, de films indépendants qui sont focalisés sur une famille, sur des relations entre les familles. Et là en fait tout le poids de la série, le fait qu'on les a vus grandir est d'autant plus marquante. Enfin vraiment un épisode incroyable. C'est vrai, la fin est dommage, mais un épisode incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Car? Bah, j'ai beaucoup aimé cet épisode, alors peut-être pas autant que toi et peut-être pas pour les mêmes raisons personnelles que toi que je comprends tout à fait et respecte totalement. Mais c'est aussi ça la beauté, je trouve, du cinéma et des séries télé, c'est que elles sont capables de toucher notre affect lié à notre vécu. Et je vais faire un petit hors-sujet là-dessus de quelques secondes. Mais par exemple, tu vois, moi, Big Fish, pour ce qu'il raconte, est un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie, À la poissonnerie? lié à la perte de la paternité. Là, ok, je comprends en effet quand on voit cet épisode et ce discours du roi, qui peut y avoir une vraie force dans tout ça. Moi, cet épisode, j'ai trouvé excellent parce que je vais faire un parallèle avec The Rings of Power et l'épisode qui vient d'être diffusé où on lui a reproché sa lenteur. Et en fait, dans cet épisode-là de House of the Dragon, il y a aussi cette lenteur qui est là. On est vraiment dans un épisode où il n'y a pas de bataille, il y a beaucoup de dialogue. Et on pourrait se dire, oh là là, ça blablate. Mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que chaque finalement blabla a son utilité? Les regards entre les personnages sont utiles. Chaque geste, il y a des symboliques partout qui font que cet épisode est très réussi et surtout part d'un postulat qui est pas inutile, mais qui est emmené par le frère de Corlys, de Corlys, qui est un personnage dont on se fout complètement et qui pour le coup je trouvais pas très bien casté par rapport au reste. Alors Corlys Velaryon était vraiment très bien casté, je trouve, mais son frère je trouve surjoue beaucoup depuis le début de la série. Et là, alors d'un point de vue scénaristique, ça tient absolument cette volonté de sa part de vouloir succéder à son frère, surtout quand on sait que celui qui va hériter du trône est un bâtard. C'est criant. Mais c'est marrant que ça vienne de lui, cet épisode et cette situation qui nous conduit jusqu'au repas, qui est un repas qui est extrêmement piège. Et c'est là où je trouve que l'épisode est une vraie réussite. C'est qu'on s'attend à une chose, euh, c'est euh, c'est que on attend que ça pète pendant le repas. Incontestablement, on a vécu des épisodes de mariage qui tournent mal, que ce soit dans House of the Dragon ou bien évidemment Game of Thrones.
Là, on est en petit comité, tous les héros sont là, il y a de la tension dans l'air, à droite, à gauche. Et en fait, on est dans un épisode où le repas de Viserys, son dernier repas, est constamment dans une tension, j'ai envie de dire presque extrême. Et de cette tension extrême surgit le truc qu'on n'avait pas vu venir. C'est les propos de Viserys qui sont pleins d'émotions, pardon. Et aussi le rapprochement qui est fugace, mais qui a l'air sincère, entre Alicent et Rhaenyra, où on sent quand même que tout ceci n'est possible que par la présence de Viserys, qui aura eu pendant tout le long de son règne, en tout cas de ce qu'on en aura vu nous dans la série, toujours le dernier mot. Et ça, j'ai trouvé aussi que c'était. Tu parlais d'un grand roi, d'un roi qui marquera le truc, mais en fait, c'est toujours lui qui tranche. Quand là, il intervient et que il dit, bah voilà, c'est décidé. C'est, je sais plus qui va récupérer je sais plus le prénom de celui qui va récupérer le trône du Seigneur des Marais. C'est Luc. Ouais, Luc, voilà. Euh, Et en fait, il tranche, il dit voilà, le problème est réglé. Et c'est là où il y a, depuis le début de la série, quand il tranchait, c'était tranché. Il y avait très peu de personnes qui allaient en frontal avec lui. Otto se fait virer. Enfin, Otto manigance pas pour revenir. Il y a des années et des années avant qu'Otto revienne par magie parce que sa fille a été incroyablement maligne. Mais sinon, Otto était sorti du jeu. Maline, Daemon, elle on a a toujours cramé cru que c'était la nouvelle main via Laris. Enfin bon, pas qu'elle Oui, lui oui. redonnait. Non, mais d'accord, mais on a toujours cru, par exemple, que Daemon allait faire un frontal avec son frère, et au final, Daemon lui aura été fidèle jusqu'au bout. Et au moment où il y a quelqu'un qui ose se lever contre lui, c'est-à-dire le Vélarion, euh, bah en fait, ça tourne mal, et le seul qui s'en sort particulièrement bien, c'est Viserys, avec quand même Daemon Tu remarqueras qui est encore bluffant. le Mais papy, voilà, le tu vois, papy cette scène de sanguin. repas. On attaque ses petits enfants, il a la main sur le couteau. Ouais, C'est surtout. Pépé. Pépé, il attaque pas sa famille, hein. Pépé, il est là. Ah oui, non, si on touche. Oui, oui, non, mais après, je reviendrai sur les points plus en détail, mais là, je donne un avis global sur l'épisode. Euh, le repas est vraiment le climax. Et en fait, quand Viserys s'en va, c'est la fin du repas, on va dire, à la cool. Tu disais, c'est les enfants qui s'embrouillent et tout. Mais moi, je suis persuadé que. Alors, c'est les enfants via Aemon qui balancent le feu, enfin, l'essence sur le feu, mais. Ça aurait très bien pu être Alicent ou Rhaenyra ou Daemon. En fait, dès que le roi est parti, ça part en cacahuète. Et la scène finale que toi tu trouves être une absurdité, je te trouve très dur, même si je comprends ce que tu veux dire. Euh, Il y a quand même une vraie beauté dans cette scène-là. C'est-à-dire que les derniers souffles de Viserys, alors oui, Alicent les comprend pas et on peut trouver ça dommage, mais de toute façon, la guerre, elle était là. Elle était déjà là, elle est en vert, les fils se détestent. Enfin, c'était évident que quoi qu'il arrive après la mort de Viserys, la mort de Viserys lâche les chiens, quoi qu'il arrive. Mais cette scène-là où il est en train de parler encore à Rhaenyra, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, il va soutenir Rhaenyra, il va soutenir le choix qu'il a fait de la mettre sur le trône, alors qu'il aurait pu changer d'avis par la suite. Et d'ailleurs, on remarque qu'il n'y a eu aucune conséquence apparente dans la série du mariage de Daemon et de Rhaenyra. Euh, il a cette fidélité à Rhaenyra, et le fait qu'il dise mon amour à la fin est superbe parce que en fait dans le premier épisode il perd son amour en faisant un choix terrible qu'on a beaucoup critiqué à juste titre dans la critique du premier épisode, mais en fait il est resté fondamentalement amoureux d'elle jusqu'à son dernier souffle. Et pour ceux qui sont en train de se dire peut-être que vous vous emballez les gars, il est pas mort, etc., si la réalisatrice, alors je vous parle pas de la preview de la semaine prochaine pour, pour pas vous spoiler, mais la réalisatrice a confirmé que c'était bel et bien le décès de Viserys dans cet épisode. Donc là, concrètement, juste sur l'acteur Paddy Considine, je crois, Paddy, l'ami Paddy, excellent. Je serais pas étonné qu'il gagne un Emmy ou un Golden Globes pour le rôle.
Alors vous dites, vous emballez peut-être, House of the Dragon aux Emmy. Oui, très clairement, la série est en train de se faire adouber par la critique et pas que par les fans. Elle marque très fort les esprits là actuellement et est en train de s'installer solidement comme une des meilleures séries de l'année. Donc elle sera aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Euh, donc les Emmy Awards, il faudra attendre l'été prochain. Mais vraie réussite. Et là, maintenant, si tu le permets, j'aimerais un peu plus rentrer dans le détail, donc n'hésite pas à faire des interventions. Ça commence avec le saut dans le temps. Moi, le saut dans le temps m'a un petit peu dérouté au début, mais ça passe assez vite. On voit vraiment que Viserys est très atteint, et il y a un parallèle que j'ai trouvé excellent dans l'état de santé de Viserys, c'est l'état de sa maquette, qui est en partie détruite, qui est couverte de toiles d'araignée. En fait, on a vraiment l'impression au début de l'épisode, avant que Rhaenyra et Daemon arrivent, que Viserys et sa maquette sont complètement oubliés. Donc, on découvre que les Hightowers sont au pouvoir, mais ça, on l'a vu. Moi, il y a un truc qui m'a tiqué très fort, c'est que Cole n'est plus là, en fait. Enfin, il est là sans être là. Il entraîne Aemond dans la cour, mais il est plus aux côtés d'Alicent. Il a été remplacé par Sir Eric, et ça a l'air récent. Alors moi, j'y ai vu, tu vois, une conséquence de son refus de couper l'œil dans l'épisode précédent. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que elle se trompe, tu vois, de prénom, elle sait même plus comment il s'appelle et tout. Donc Sir Eric, il est récent, tu vois. Donc c'est quoi, toi, ton avis sur Cole, son absence? Alors, j'ai un doute. Quand tu dis son absence, mais il est là, Cole. Oui, mais il n'est plus aux côtés de la reine. Ok, C'est plus alors lui qui vas-y. le Donc là, protège. Kerr, en fait, pour moi, c'est tout simplement qu'il paye Cole le poids de ne pas avoir répondu à la reine en disant oui, oui, je vais éborgner des enfants. Et que la Oui, reine mais c'est est 6 ans sans après. pitié. Après, elle ne lui a C'est pas six. laissé non plus aucun rôle. C'est elle qui est le Oui, oui, maître d'armes de ses enfants. Donc ça bien reste pas mal. évidemment. Mais Et j'ai juste envie c'est- de dire que quand Sir Eric vient, ça veut pas dire que Cole est destitué. Ça veut juste dire que Cole est sur autre chose. Et on voit qu'il est sur autre chose. on est d'accord, mais il y a 6 ans d'écart entre le moment où il éborgne pas et ce moment-là. Ça voudrait donc dire que potentiellement, il y a eu d'autres chevaliers entre-temps qui ont défendu la reine. Bon, soit c'est possible. On remarque quand même un truc qui est important, c'est que le coquin Lannister est présent maintenant au conseil. Donc ça, c'est pas mal. Le mec qui gère les finances, il devient grabataire, plus personne l'écoute, il gaffe tout le monde. On apprend aussi que la triarchie revient en force et que potentiellement par la suite elle pourrait reposer problème. Et je note qu'on est à la fin de la saison 1 et peut-être, et du coup je m'avance pas du tout dans ce que je dis, c'est pas une critique mais c'est une constatation que Dorne est encore une fois de côté. Alors j'espère que ça sera pas toute la série parce que ceux qui connaissent un peu Fire and Blood, donc dont est tiré House of the Dragon, mais je parle pas de ce qui arrive là ou après, je parle de ce qui arrive avant. Aegon, quand il arrive en Westeros avec les trois dragons pour faire la conquête initiale des Targaryens, la seule vraie résistance qu'il a, c'est Dorne. Et Dorne continue d'être une énorme puissance. Donc Dorne est absent, c'est étonnant, mais donc voilà. Il y a On me fait remarquer un petit point, puisque c'est le début de l'épisode, donc c'est Galérier qui nous fait remarquer qu'il y a aussi Daemon qui est allé récupérer 3 œufs de dragon. Alors quand ils ont oui, dit 3, en fait, je me suis demandé, est-ce que Daemon est content parce que c'est les 3 œufs qui seront donc pour ses potentiels enfants actuels et futurs enfants avec Rhaenyra. Mais j'ai pas pu m'empêcher, puisque on parlait de 3. Je me suis demandé si on n'était pas aussi en train de parler des œufs qui seraient perdus quelque part, qui iraient à Pentos et qui deviendraient les œufs de Dany. de Daenerys. Mais bon, Ils m'ont l'air plus gros. Ils m'ont l'air plus gros que ceux que récupère Daenerys. Mais et d'ailleurs le trailer nous a mindfuck parce qu'on a tous analysé le fait que Daemon volait les œufs alors qu'en fait pas du tout. Et c'est une scène complètement anodique de l'épisode alors que dans le trailer c'était mais central. ce qui avait quand Euh, même mis le doute, c'est que pendant tout le trailer qui avait mindfuck,
quand Daemon était avec les autres dragons, il y avait cette musique qui nous avait donné l'indice de qui a volé, a volé, a volé les œufs du dragon. Et forcément, ça avait mis une espèce de doute dans la tête de tous ceux qui font des théories. J'ai vraiment trouvé que le petit silence après ma chanson était un petit peu malaisant. Mais bon, puisque c'est le groupe de Caire ce soir, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, moi, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est l'évocation récurrente du lait de pavot dans l'épisode, qui fait du coup écho beaucoup, je trouve, au livre Le Trône de Fer. On en parle moins dans la série, mais j'ai trouvé aussi que ça faisait énormément écho à une autre série d'Heroic Fantasy qui est l'Assassin Royal. Il y a des personnages qui prennent un équivalent du lait de pavot très régulièrement, notamment un roi. Donc j'ai vu un parallèle intéressant. Dans la continuité de l'analyse de l'épisode, on a la confirmation qu'Aegon est vraiment un tas de merde. Il viole une servante, donc Diana. On sent qu'Alicent est glaciale, mais elle est... euh, en fait, c'est une scène, tu sais, la suite du viol de Diana qui est étonnante parce qu'on sent qu'Alicent veut protéger Aegon et on s'attend à ce que Diana meure. Ça paraît évident. Et en fait, à ce moment-là, tu dis, avec les scènes qui ont précédé et la scène que tu es en train de vivre là, Alicent, c'est vraiment, pour simplifier, c'est vraiment la méchante. Et Rhaenyra, c'est plutôt le côté gentil, quoi. Et en fait, elle tue pas la servante, elle lui donne de l'argent, elle met un gros coup de Mais non, pression à mais elle est Aegon, horrible, elle qu'est-ce lui que tu dit... racontes? De quoi? La servante, elle la tue peut-être pas physiquement, mais psychologiquement, elle est brisée. Elle lui donne un truc pour avoir. Le plan est incroyable. Le plan où la servante tient en même temps dans la main de l'argent et le thé pour avorter. Et elle est là, elle est tremblante. Ce plan, il est glaçant. Et accessoirement, du Mais coup. attends, t'es en train de me dire qu'elle est horrible alors qu'elle tue pas la servante et que derrière, passe un savon monumental à son fils en lui disant que ça peut pas être son fils. Mais Cersei aurait buté tout le monde. Mais ça Cersei, n'empêche elle a pas. quand même Donc, mis... donc t'as atteint le point Cersei. Mais le truc, c'est que, enfin, t'as pas besoin d'être un despote qui Mais va attends, faire tuer, j'ai qui pas va faire dit... exploser une église pour être horrible. Elle est J'ai horrible. Elle lui commencé en file du disant... blé, elle lui file un truc pour avorter, elle lui dit barre-toi. Mais dans Goth, on aurait eu à 90% des cas Mais ne compare pas la avec pauvre quelqu'un innocente qui qui se est fait un massacrer. être maléfique. C'est déjà horrible. Son fils, elle lui donne 2 claques et elle lui dit bon, on se revoit pour le repas. Et il me fait pas honte avec ton papy, hein. Ah non, pour moi, elle fait beaucoup plus que ça. Quand elle lui dit tu peux pas être mon fils, elle le disgrâce un peu plus. Là, pour moi, alors après, je sais pas ce qui se passe dans le bouquin, mais pour moi, c'est impossible qu'Aegon ait même le soutien de sa famille. Ils feront passer Aemon avant. Aemon, c'est le chef. D'ailleurs, ça se voit à table. Aemon est au bout de la table, Aegon est sur le côté. Il fait des trucs de niais, alors que quand Aemon parle, tout le monde l'écoute et il est beaucoup plus cinglant. Il est déjà beaucoup plus puissant, Aemon. Et il a un avantage que Aegon n'a pas par rapport oui, par rapport à Aegon. Il ne Cet s'embête avantage, pas de la vision 3D. c'est qu'il a Vagar, quoi. Il a le plus puissant des dragons. Donc pour moi, mais j'ai commencé par dire qu'Alicent était glaciale. J'ai pas dit non plus que Et du coup, juste c'était pour bisounours. réagir, avant de passer sur Aemon, qui va du coup, on le sent, être un personnage pivot, le truc, c'est que il y a quelque chose, quand j'ai regardé l'épisode sur le premier visionnage, je me suis pas vraiment attardé sur ça, mais il y a beaucoup de remarques sur le fait qu'Alicent est très proche et s'est rapproché de la religion et rapproché de la religion des Sept. Et c'est vrai que, encore une fois, dans le premier visionnage, bon, il y avait des mentions, etc. Mais en fait, en regardant plus précisément, quand Rhaenyra et Daemon entrent, ils disent oh là là, il y a quelqu'un qui a refait la déco. Et en fait, il y a plusieurs des grands endroits où est affiché le symbole des Targaryens, où a été changé par des étoiles qui sont le symbole de la religion des Sept. Il y a c'est dans le making-of, je crois, le showrunner expliquait que ils avaient voulu vraiment transformer la vision qu'on avait de Port-Réal et du Donjon Rouge
pour que du coup, au final, on n'ait plus l'impression d'être dans un château où il y a une effervescence, une vie comme à l'époque de Viserys, mais dans une abbaye, dans une zone où du coup il y a beaucoup moins de gens, Oui, où puis les c'est gens dit dans parlent l'épisode. moins. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Je n'avais pas mis le doigt dessus au premier visionnage, mais après, c'est criant. Il y a beaucoup d'imagerie qui était mis sur Port-Réal, de tableaux, de tapisseries, etc., sur la grandeur des Targaryens, qui sont cachés, on voit qu'ils sont voilés. Et en fait, y a vraiment, donc c'est pareil, hein, je paraphrase les showrunners, ils disent que vraiment, pour justifier ses actions, Rhaenyra s'en va de plus en plus du côté religieux. Et c'est pour ça que ça me faisait sourire quand tu Alicent. disais, bon, elle est glaçante, mais au final, pour son fils, machin, c'est-à-dire qu'elle est. Elle prêche la parole des 7 dieux, mais quand son fils commet un viol, elle donne un truc pour que la bonne elle avorte, de l'argent et casse-toi, quoi. Et au final, on voit à quel point Alicente utilise la religion, que ce soit en prétexte, que ce soit pour elle pour se justifier ou en prétexte pour les autres, mais même la manière dont elle s'habille, il y a une espèce de solennité, elle le veut montrer d'elle-même. Là, si tu peux montrer cette image, il y a, il y a l'étoile qui, encore une fois, est un symbole de la religion des Sept. Donc elle veut montrer que c'est quelqu'un dont la croyance est principale dans son comportement. Et Bah, elle en parle avec Daemon dans l'épisode. Daemon leur fait remarquer qu'il y a des présences religieuses partout et ouais, Alicent je en disais, parle. au final, au début, enfin pendant le premier visionnage, on l'entend, on le remarque, mais pas au point où en fait il y a eu un soin qui a été apporté vraiment sur tout l'épisode sur le fait de masquer, de retirer pas mal d'affichage targaryen pour le remplacer par de la croyance sur les sept. Et du coup, tu parlais de Aemon pour revenir sur ta transition. Et Aemon, effectivement, alors Aemon, moi je trouve qu'il est glaçant. Quand Cole lui dit c'est super et tout, tu vas pouvoir faire des tournois. Et qu'Aemon lui dit j'en ai rien à foutre, moi, des tournois. Et on sent que lui, il veut du sang, quoi. Il n'y a pas de débat, il est pas là pour Ah, rigoler. c'est pas dit, hein. Il, Je euh, pense qu'il est il, beaucoup il plus veut, complexe que ça. il veut se venger de ce qui s'est passé quand il était enfant. Et il ne respecte que l'acier, quoi. Je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça avec Aemon, mais on verra. Moi, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis je suis pas sûr que ce soit si simple? C'est-à-dire? qu'ils veulent juste du sang et se venger. Enfin, je suis pas certain qu'ils soient dans cette optique-là. Je pense que alors, il tapera sur les fils Strong, mais il tapera aussi sur son frère. On verra, mais ça sera pas forcément un prince guerrier. Et il faut faire attention, hein, parce que Daemon, nous l'a présenté dès le début comme un prince guerrier qui allait mettre le royaume à feu et à sang. Et en fait, d'épisode en épisode, on va de surprise en surprise. Il y a un Euh, truc qui est marrant, moi je trouve, c'est quand Aemon est devant Daemon, à la fin, quand ils se regardent. Moi j'ai eu l'impression de voir le même des Spider-Man où ils se regardent tous les deux et ils font. Il y a tellement de ressemblances dans la posture, ouais. dans le côté chevalier, etc. Et même physiquement, je trouvais que les deux, c'était assez marrant. Sauf que il y a un truc dans cette scène aussi, c'est à quel point Damon, comme ça l'avait été avec Cole dans l'épisode précédent, quand Cole essaye d'aider Alicent et que avec juste son bras, Damon lui dit t'es gentil, tu bouges pas. Là, il y a la même scène avec Aemond. Il se met face à lui, il met un terme à la dispute et il a même pas besoin de parler. Donc Daemon est pour moi pour l'instant dans le cast. Alors quand je parle du cast, c'est tous les personnages qui sont engagés dans cette pré-guerre qui va y avoir entre tout le monde. Vraiment celui qui a le plus de personnalité et de charisme et surtout qui est très écouté. D'ailleurs, on le verra dans l'audience. D'ailleurs, je vais en parler de l'audience. Le plan sur Otto sur le trône avec toutes les épées sur le côté, j'ai trouvé ça ouf, mais vraiment ouf. L'entrée de Viserys est très prenante. La musique est magnifique. Il refuse l'aide de tout le monde. Sa couronne tombe. Et en fait, il y a un moment que je trouve magnifique aussi dans cette scène. Bon, c'est outre le fait qu'Otto s'efface telle une petite crotte, c'est qu'en fait, il n'accepte l'aide que d'une personne, c'est de Daemon, sans même échanger un mot.
Daemon qui lui remet tout de suite la couronne. J'y ai vu une symbolique, moi, outre le fait de l'amour entre les deux frères. Le fait qu'il lui donne la couronne pour une deuxième fois, parce que c'est la deuxième fois que la série nous montre Daemon en train de lui donner la couronne. C'est pour moi un petit peu un signe qu'il s'en moque, en tout cas pour l'instant, de la couronne. Je disais que Viserys règle tout à la vitesse de l'éclair. La mise à mort de Vaemond par Daemon elle est hyper marquante. Enfin, tu t'y attends pas. Enfin, tu t'attends à ce que ça se passe mal, mais pas à ce point. Et du coup, je faisais une C'est pas remarque. une question de pas à ce point, c'est pas à cette vitesse. Disons que c'est chronopost moins de 30 secondes. Tu as le jugement qui est rendu, qui est délivré, rendu, etc. Mais bon, quand il commence à partir en cacahuète, même le personnage, il sait que c'est fini. Et du coup, il dit, bon, bah, allez, quitte à partir, autant partir avec la totale. Ah, attends, je suis Et pas toi, sûr du tout. Non, non, je suis pas sûr du tout qu'à ce moment-là, Vaemon pense qu'il va Si, y si, si, passer. si, Hein. si. Ouais. C'est dans le making-of, même l'acteur dit qu'il a fait exprès de surjouer pour montrer qu'il savait que c'était foutu, alors il lâche tout, quoi. Ouais, foutu peut-être pour la couronne du seigneur des mers, Non, mais non, pas. pour lui, il sait qu'il va mourir à ce moment-là. Oh, je sais pas. Mais en tout cas, quand L'acteur il le dit. insulte. Bah oui, mais peut-être que l'acteur le dit. Mais moi, en tout cas, dans mon interprétation de l'épisode et de cette scène, je sais pas l'impression que j'en ai eu. Mais le fait qu'il insulte Rhaenyra de pute, oui, bah c'était sûr que là, il allait finir soit en prison, soit pire. Et en fait, ça a été la version pire qui s'est réalisée. Le truc que je me suis fait comme remarque à ce moment-là, c'est que si Corlys est vraiment mort, bah, de vrais Vélarions hommes bah, il n'y en a plus, sauf Lénore qui est faussement mort. Donc soit les Vélarions d'origine disparaissent parce que les filles vont se marier avec d'autres familles, et donc le nom va peut-être, mais encore le nom il disparaît pas vraiment, mais il pourrait y avoir des cousins, des trucs à droite à gauche, tu vois, donc on les connaît pas tous ces Vélarions. Mais ça peut aussi sous-entendre que Lénore va revenir et que ça va c'est déjà ce qu'on disait dans l'épisode précédent, mais c'est quelque chose qu'on va avoir par la suite, peut-être un retour de Lénore fracassant. Par la suite, il y a un truc que moi j'ai trouvé hyper intéressant, et tu vas me donner ton avis sur la symbolique et sur la petite théorie que j'ai eue. C'est la scène d'après où on voit Viserys pour la première fois, où il montre son visage et on voit qu'il n'a plus d'œil. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser au fait que cet œil, il l'avait peut-être perdu dans l'intimité parce que Alicent lui avait demandé en paiement de l'œil d'Aemond. Alors, c'est une théorie qui est un peu grosse parce qu'on voit que sur sa joue, il est très attaqué autour de l'œil aussi. Mais même si c'est pas Alicent qui lui demande, bah, le hasard est quand même cruel parce que Aemond perd son œil et dans la foulée, on a son père qui perd aussi son œil. Donc j'ai vu l'élément entre les deux qui était très intéressant. T'en penses quoi, toi? Bah, bah, j'ai envie de dire, j'y crois pas. C'est sympa comme théorie, mais j'y crois pas parce que Mais il juste y a un truc la symbolique. qui vraiment a été le fil rouge sur le personnage d'Alicante, c'est que elle écoute Otto, elle s'enflamme parfois toute seule, etc. Mais s'il y a une personne qui, quand elle lui dit c'est blanc ou noir, c'est blanc ou noir, c'est Viserys. Et de quand elle était enfant jusqu'à son lit de mort. Et au final, jamais de la vie, on imagine Alicante faire du mal à Viserys. On sent que même le lait de pavot, c'est plutôt une idée d'Otto. Enfin, elle s'occupe, la scène du Enfin, elle lui donne. quiproquo que je trouvais pas bien, elle est à son chevet pour s'occuper de lui. Et c'est vrai que quand Rhaenyra dit elle a été incroyable avec mon père, c'est vrai qu'Alicante avec Viserys, elle a été incroyable. C'est-à-dire que vu la différence d'âge, ce que tu veux, au final, on sent qu'elle lui a été fidèle l'intégralité de sa vie, qu'elle lui a donné une succession, il y a 3 enfants. Enfin, c'est Alors que lui n'a jamais oublié sa femme, puisque ouais, dans ouais, elle lui a l'épisode été complètement précédent, dévouée. quand il quitte les obsèques je sais plus son nom, de la petite Vélarion, épouse de Daemon, il dit je vais dans mon lit et je vais me coucher et il reprend le nom de son ancienne femme, alors qu'en s'adressant à Alicent.
Donc il a jamais oublié sa femme. Il y a un truc dans le repas que je trouvais intéressant. C'est justement, on t'en parlait aussi, mais la relation Rhaenyra-Alicent qui est réaffirmée. Mais il y a une petite et c'est très beau parce qu'en fait, au début de la série, et du coup, ça nous fait penser aux actrices du début de la série, mais là, elles sont complètement opposées, les deux. Mais il y a ce petit rapprochement qui est beau, et il y a une phrase que prononce Alicent elle lui dit à Rhaenyra, vous serez une bonne reine. Est-ce qu'elle le pense? Est-ce que c'est un discours de façade? Moi, j'y vois bien évidemment un discours de façade, mais il peut y avoir aussi un Moi, je sous-entendu, suis pas c'est que d'accord, hein. peut-être que Je les pense que vraiment, Hightower, à ce moment-là, elle a été fidèle à tout ce que Viserys lui a demandé tout le temps. Elle a essayé de remettre en question, etc. Mais à ce moment-là, elle est émue du moment. Je pense qu'elle est déçue de ne plus être l'amie. Et elles ont été les meilleures amies à un moment. Qu'à ce moment-là, dans le cercle d'amitié que recrée Viserys dans ce repas, elles le disent. Alors certes, Rhaenyra a l'air d'être un peu rapide et de le dire comme ça, mais en même temps, tout a l'air aussi honnête. Et Rhaenyra, son père lui dit quelque chose, il vient de lui montrer que il a eu il lui a sauvé la peau à chaque fois qu'il a fallu, il a été présent. Elle est émue de ça, elle veut faire un pas vers lui, donc c'est faire un pas vers Alicent, puisque c'est ce qu'il demande. Et Alicent, elle fait la même chose parce qu'elle écoute Viserys du début à la fin et parce que elle a cette amitié qui a été déçue, mais une amitié avec Rhaenyra. Enfin, j'y crois d'autant plus que c'est pour ça que le quiproquo de fin, alors certes, elle va pas oublier son animosité du soir au lendemain, et Otto qui lui persifle, non mais c'est pour tes enfants, ils sont en danger, machin, que du coup forcément il y a un terreau, mais je pense que là vraiment à ce moment-là, Viserys, et on voit à quel point quand Viserys est présent, même rabougri, Otto s'éteint. Et là où on sent que bah, du coup, Viserys pas là, Otto va être là, il va persifler. Et du coup, ce qui aurait dû être un non quiproquo va devenir la raison d'une guerre ouverte, quoi. alors, bon, moi j'en parlerai après du quiproquo parce qu'il y a aussi une autre analyse qu'on peut faire sur l'utilité de la scène. Mais je reviens sur le repas. Euh, Moi je pense que le début du discours de Rhaenyra, il est clairement forcé parce que son père a fait l'effort, il a eu un discours très fort. Donc elle fait le début, en tout cas, elle lève son verre pour Alicent de manière forcée, et par la suite, en effet, elle laisse parler sa sincérité. Ça, je suis d'accord. Il y a un truc en dehors des embrouilles entre les garçons, entre les gamins, qui est là tout le repas. Il y a quand même un plan que j'ai trouvé énorme. C'est le dernier moment de bonheur de vie de Viserys. Où ils sont tous en train de rigoler, de discuter. À un moment donné, en fait, il y a la musique et puis on comprend pas de quoi ils parlent, ils rigolent et tout, et on voit même Otto rigoler. C'est le dernier moment de bonheur de Viserys. Et là, il y a un autre truc que je veux rajouter, c'est sur la fin de la scène et de l'embrouille avec Aemon et ses neveux. euh, En fait, quand Aemon lève son verre pour ses neveux, la VF en fait flingue la scène. Parce que nous, on sait qu'il s'appelle Strong, et en fait, il répète avec force, avec force, avec force. Et ça n'a pas du tout le même poids, la même signification quand tu regardes l'épisode en VF. Donc si vous avez regardé l'épisode en VF, bah en effet, vous êtes un peu passé à côté du truc. Euh, de quoi? Ah non, mais j'ai rien dit. Mais en fait, Ok. ce que tu décris, c'est ce que disent souvent être le problème des traducteurs, c'est qu'en fait, on leur donne un fichier Excel avec gauche-droite, anglais et le français à remplir. Et s'ils n'ont pas de contexte, s'ils savent pas que personnage strong, bah son nom va être utilisé, il va y avoir des jeux de mots. En fait, ils vont pas utiliser, ils vont pas dire c'est Monsieur Fort. Et du coup, la traduction perd complètement son sens. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser que ça n'a rien à voir, mais je jouais à NBA 2K ce week-end, et il y avait une des traductions d'un défi, il fallait marquer des points avec très jeune.
au lieu de Trae-Young. Ils avaient traduit le nom de Trae-Young. Enfin bon, bref. Il y a un autre truc aussi que je voulais dire, c'est que Rhaenyra dit une phrase qui, à mon avis, est pleine de sens et est un... Quand elle dit au revoir à Alicent et qu'elle dit qu'elle repart à Pendragon, elle dit «Je reviendrai sur Syrax». Euh, c'est pour lui dire copine, oh, je reviens, t'inquiète. Mais c'est aussi pour lui dire copine, je reviens sur mon dragon. Mais Et, tu vois et beaucoup ça, plus c'est pas de inutile. tension que je ne vois. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai vu juste qu'elle a dit, bah, du coup, je reviendrai plus facilement sans avoir tout le truc, parce qu'il Oui, faut se rappeler que oui, oui, Rhaenyra bien était sûr. allée de Port-Réal à Père-Dragon pour rencontrer Daemon et empêcher le bain de sang. Donc, Oui, oui. visiblement, à d'autres dragons, c'est pas si loin. Et Oui, mais Rhaenyra l'a elle le déjà fait. Donc, précise quand en gros, même. pour moi, c'est un flashback à ça. Et pour revenir 2 secondes sur ce que tu avais dit avant, sur quand elle dit marraine, c'est parce qu'en fait, j'ai aussi l'impression que Alicente, elle veut juste avoir l'impression que ses enfants vont être en sécurité. Et elle sait que Rhaenyra n'ira jamais contre la volonté de son père. Et donc, si son père dit fermez-la, tout le monde est copain, ça crée un sentiment de sécurité pour les enfants de Alicente. Et donc, elle va pas vouloir chercher ce conflit. Elle veut pas créer une guerre entre les différents civils. Surtout, encore une fois, pour quelqu'un qui se met dans la religion, etc., c'est plutôt contre. Donc au final, moi je crois plus vraiment au bon sentiment de cet épisode. Et plus on va croire au bon sentiment de cet épisode, plus ça va rendre la suite. Et du coup, la guerre civile qui va sans doute en découler comme horrible en fait. Oui, mais je pense qu'il faut quand même lire. Il y a une double lecture dans quasiment tout. Quand elle dit je reviendrai sur Syrax, en effet, on peut entendre qu'elle va revenir du coup plus vite parce que Comme elle faisait quand ils étaient amis enfants. elle aura pas les bouchons sur le périph', mais elle précise quand même que quand elle va revenir, elle aura un dragon. Et quand elle va revenir, elle le dit bien à ce moment-là, c'est pour devenir reine. Elle arrive avec un dragon. Donc Non, c'est elle dit pas. marraine. Je reviendrai marraine. Non, non, elle dit pas pour être reine. Et au contraire, tu peux imaginer Non, qu'elle j'ai se met pas en dit danger ça. puisqu'elle va Attends, j'ai revenir dit avec qu'elle un dragon reviendrait alors que eux en ont plusieurs. quand elle va devenir reine. Elle sait très Non, bien que. ça c'est peut-être une erreur de traduction française, mais Mais je c'était pas le n'ai cas en pas anglais. dit. Mais je n'ai pas dit qu'elle le dit. Je te dis que c'est mon interprétation. Les deux savent qu'elles se reverront une fois que Viserys sera mort. Les deux le savent. Elles le disent pas. Ah si, j'ai le droit d'interpréter ça comme ça. Et donc quand elle lui dit je reviendrai avec Non, Syrax, c'est pour réclamer le trône. si je peux me permettre, en fait, ils sont en train d'évoquer le moment où elle reviendra voir Viserys. Donc c'est forcément Ah, pas pour un moi, c'est moment où il revenir sera voir. décédé. Oui, oui, oui. Mais revenir voir Viserys, ça veut pas dire pour autant qu'il est vivant. Elle peut voir sa dépouille. Mais, Enfin, je vois pas ce que je dis de perturbant là, hein. mais si Oh, c'est pour voir sa dépouille, c'est qu'il est mort, qu'elle est reine et c'est fini. Là, non, c'est pas. c'est pour revenir la voir elle en amitié et Viserys, donc quand il est vivant. Non, pour moi, ce discours-là, c'est pas ça. Ce discours-là, c'est on sait très bien que Viserys va succomber. Là, je m'en vais, je reviendrai quand Viserys ne sera plus et que moi, je reviendrai réclamer mon trône avec Syrax. Et si elle, pour moi, c'est tout sauf anodin qu'elle cite Syrax à ce moment-là. Et l'autre truc aussi que Après, oublie pas un je truc, voulais c'est que si elle évoquer, revient à d'autres dragons, ça veut dire qu'elle a un dragon face à tous les dragons de la famille du côté Alicent. Et ouais, notamment le plus gros des dragons, le plus flippant de Aemon. ouais. Sauf que Rhaenyra, bon, alors déjà, il y a le dragon de Daemon avec elle, mais Rhaenyra, elle a un truc que les jeunes gamins Hightower n'ont pas, c'est l'expérience de vol et de combat avec les dragons. Donc, mais bon, elle rappelle quand même qu'elle a un dragon et pas Alicent. Mais passons à autre chose. Le truc sur la balade de sang de sang et de glace et le quiproquo, moi j'ai trouvé que c'était très malin parce que on nous explique que c'est le roi qui le dit uniquement à l'héritière ou à l'héritier. Et donc, comme on sait que le truc va être perdu, que les Targaryens ne le sauront plus, on peut penser que Viserys le dit à Rhaenyra et Rhaenyra se fait shooter et du coup c'est à tout jamais perdu.
Sauf que là, il y a 2 personnes qui le savent, ce truc. Il y a Alicent et Rhaenyra. Donc ça relance un petit peu le mystère autour de la suite de la série. Et j'ai trouvé que le plan sur la dague d'Arya, au moment où il parle de ça, est particulièrement brillant. Puis la fin de l'épisode avec le décès Moi, je me suis dit, quand j'ai de vu ce plan, Viserys, je suis c'est d'accord ouf. avec ce que tu dis. Après, quand j'ai vu ce plan, je me suis dit qu'en fait, il montre l'élément qui pourrait montrer le quiproquo. En fait, il suffit de mettre la dague dans les flammes et on comprend. Tu vois, il y a la prophétie qui est écrite et du coup, elle comprendrait que c'est une prophétie et qu'elle parle pas enfin, qu'il ne parle pas d'Aegon. Ce qui pourrait d'ailleurs être ce qui arrive un peu plus tard, quand les deux sont l'un face à l'autre. Elle lui dit ah mais moi il m'a dit qu'il fallait. Elle lui dit mais mets la dague dans le feu et puis c'est réglé. Mais ouais, Mais j'ai moi, j'ai vraiment pas été du fan. tout Bon, je compris vais qu'il pas revenir parlait dessus, mais d'Aegon. j'ai Hein. été déçu par le Moi, j'ai pas du tout compris Viserys parlait d'Aegon. Il dit, Après, ce qui est vrai, c'est tu es qu'Alicent ne l'élu. pourrait pas comprendre ce qui est écrit puisque c'est en haut Valérien. Oui, non mais Viserys dit, tu es l'élu. Il dit pas Aegon est l'élu. Il dit, tu es l'élu. Donc, c'est comme ça d'ailleurs qu'on comprend qu'il parle à Rhaenyra. Et que elle croit que Viserys lui parle à elle. Mais du coup, pour moi, ça adoube pas Aegon plus que ça, quoi. Même si dans les faits. Enfin, bon, bref. Mais je trouve vraiment que, pour conclure, je trouve que la toute fin, j'ai déjà dit, avec les derniers instants du roi, c'est magnifique. L'épisode se termine dans le silence, avec un générique sans musique. C'est brillant. Et au final, on a eu, comme tu le disais, un règne de Viserys qui a été très fort dans la série, mais surtout très étonnant. Parce que là où tout à l'heure tu disais qu'on voyait un espèce de roi fou, moi je ne l'ai pas vu comme un roi fou, par contre je l'ai vu très très vite comme un roi anodin. Et en fait c'est le piège de Robert Baratheon. C'est que tu vois dans House of the Dragon beaucoup de parallèles avec Game of Thrones et la saison 1, là où en fait House of the Dragon ne fait que très peu de liens avec la saison 1 de GOT. Et ça, c'est très bien parce que la série nous surprend énormément. Et c'est pour ça que tu n'étais pas d'accord avec moi, mais du GOT, Alicent aurait tué la servante. Du GOT, au repas, ça aurait viré au bain de sang. Et on n'aurait pas eu toutes ces scènes qui surprennent. Donc, je suis vraiment très, très satisfait de cet épisode. Voilà. Tu veux rajouter un truc? Tu veux le mot de la fin? Je te laisse faire. Le mot de la fin? Eh ben, non, moi je vais juste plutôt faire une petite prière de fin. Moi j'espère que les prochains épisodes vont être aussi bien. C'est même pas le dernier épisode. Enfin, c'est... Tu sais que c'est l'épisode 9 la semaine prochaine? Ouais. Donc du coup, Est-ce que la légende on de a l'épisode vraiment 9 une chance incroyable. va C'est-à-dire qu'il y a des continuer? moments où il y a un trou de contenu, il y a un trou de série, où c'est un petit peu en dents de scie. C'est une série Netflix un peu moins bonne, c'est au cinéma, c'est pas enfin, c'est pas les meilleurs films et tout. Et là, on est dans une période avec... Enfin, on a un House of the Dragon toutes les semaines. Il y a bon, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, qui peut-être un jour réalisera son Ouais, potentiel. On a Ted tu t'emballes Lasso là, je pense. en série un peu humour Oui, mais c'est fini, perso. Ted Lasso. Non, je parle de mes visionnages, et Ted Lasso, Oui, c'est pas oui, fini on est depuis d'accord. 15 ans. Mais, Et, mais et le truc, si c'est tu que... regardes en sortie hebdo, c'est quand même un peu tristouné en ce moment. Hein. En dehors de La Servante écarlate et de House of the Dragon, où allez, moi je vais rajouter Star Trek Lower Deck parce que j'adore cette série. Mais globalement, Marvel te sort She-Hulk, c'est décevant. Star Wars te sort Andor, c'est décevant. Amazon te sort The Rings of Power, on est quand même globalement déçu. Andorre, c'est Heureusement décevant. que HBO Andorre, c'est assure. décevant, c'est moins décevant que Obi-Wan. Mais après, on peut trouver toujours moins bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour le coup, franchement, je trouve que c'est une période. Moi, bah, après, c'est une question de visionnage et ce qu'on aime regarder. Moi, je sais que c'est vraiment. J'ai rarement eu autant hâte ces dernières années au lundi matin quand je sais que je vais pouvoir regarder la série, quoi. Enfin, vraiment, le Oui, House mais of Dragon, c'est est-ce que tu as cette même hype une œuvre de le commande et mercredi ou le pourtant qui est vendredi? exceptionnelle. Pardon? Tu as cette même hype le lundi ou le mercredi, le vendredi? Mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, c'est vraiment du coup GOT. En fait, on a retrouvé cette espèce de hype GOT qui est
qui est délicieuse. Et moi, j'ai une question là pour terminer. Penses-tu que cet épisode 9, vu que c'est un épisode 9, va mettre une énorme grosse claque qui va faire partir en cacahuète Internet comme a su le faire GOT à plusieurs saisons. Parce que Ned, c'est l'épisode 9, les Noces pourpres, c'est l'épisode 9, et il y a la légende du fameux épisode 9 de GOT. Moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Mais, peut-être. Bah, ça va être un épisode. En gros, peut-être qu'on en parlera dans la vidéo preview, si vidéo preview il y a, mais on va dire que les actions vont se jouer rapidement. Donc il risque d'y avoir, Oui, mais beaucoup de choses très vite. Non, mais je te dis pas est-ce qu'il va se passer des choses. Je te dis est-ce qu'on va se prendre un coup de boule comme on l'avait pas vu venir pour Ned ou pour ceux qui n'avaient pas lu le bouquin pour Rob et Catelyn. Moi, je parierais pas contre House of the Dragon. Avec tout ce qu'il nous propose depuis le début, je parierais pas contre cette série. Donc potentiellement la mort d'un personnage méga majeur, quoi. Ou un épisode effroyable. Il y a quelques images de preview qui pourraient laisser penser à un truc un peu dur. Donc j'ai envie de dire, on va voir. Très bien. Bon ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour parler de House of the Dragon. Merci aux tipeurs sans qui on pourrait pas faire toutes ces vidéos. Merci à ceux qui mettent des commentaires, des petits pouces vers le haut. Si vous vous abonnez ou que vous êtes déjà abonné, surtout appuyez sur la petite cloche. C'est super important si vous voulez avoir les notifs. Et puis n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos sur la chaîne, une vidéo sur Friends notamment, avec un débat constructif sur Friends, où je dis le mot contexte pas loin de 3600 fois. J'ai compté. Et il y a également une vidéo sur Wolverine, Deadpool. Enfin bref, il y a plein de trucs à regarder sur la chaîne. Voilà, passez une bonne fin de journée. Ciao!